Bonjour Myriam, Bonjour Karim, bonjour tout le monde. vous allez bien? Donc on est prêt pour partir dans une nouvelle formation. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire Scopus, chercher et analyser la littérature. Ce webinaire du vendredi 10 juin 2022, 10 heures du matin, en temps du Tunis. Avec vous, pour vous accompagner durant ce webinaire, Karim Aïch, ambassadeur Elsevier, étudiant en doctorat, c'est-à-dire au laboratoire du droit international sciences politiques de l'Université Mohamed V Maroc, analyste des relations internationales et sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient, de vue de ma thèse, membre du Centre méditerranéen d'études et de recherche internationale et communautaire, le CERICMED, et aussi au Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité, le CIRPEC. Les deux centres sont affiliés à l'Université Mohamed V de Rabat. En même temps, j'occupe le poste de directeur administratif à distance du Centre démocratique arabe pour les études stratégiques, économiques et politiques à Berlin, en Allemagne. Pour aborder le sujet de notre webinaire, je vous présente un petit plan qui partira d'une petite définition. Bon, on expliquera qu'est-ce que c'est la revue de littérature parce qu'on a un sujet de chercher et analyser la littérature à travers Scopus. On doit faire quelques rappels théoriques pour pouvoir un peu entrer dans le bain et puis ouvrir
Scopus, le présenter. Qu'est-ce que c'est Scopus? Qu'est-ce que c'est cette base de données? Et partir à une démonstration pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des avantages qu'accorde Scopus et de collecte de références. Après la démonstration, nous allons bien sûr accueillir ou bien répondre à vos questions. Mais avant que je commence, c'est-à-dire j'attaque la première partie, j'aimerais bien que pour les questions, vous partirez dans la discussion Q et R, questions et réponses, là où vous pouvez mettre vos questions. Ce n'est pas nécessaire de mettre vos adresses email, ni vos noms et vos prénoms, ni confirmer votre présence. Déjà, vous êtes connecté via Zoom, vous avez déjà cliqué sur le lien d'enregistrement, vous avez enregistré vos informations. Le fait d'ouvrir Zoom ce matin-là, c'est un acte de confirmation de votre présence. L'attestation se génère automatiquement après, bien sûr, la validation de votre présence aujourd'hui à travers le programme Zoom. Vos attestations, c'est-à-dire le certificat de présence, vous sera envoyé automatiquement par mail dans un délai de 2 jours. Donc, ce n'est pas la peine de, bien sûr, écrire vos informations dans la partie discussion. Pour la partie questions-réponses, elle est réservée à vos questions. Vous écrivez vos questions au cours et au fil de l'avancement de ce webinaire. Et là, nous serons très heureux de répondre à l'ensemble des questions. On commence déjà pour dire que la revue de littérature. Ça, c'est une question que se posent tous les chercheurs qui commencent un cycle doctoral en première année, en deuxième et parfois jusqu'en troisième année, et aussi les étudiants du master qui travaillent sur des mémoires. Là, on dira que la revue de littérature, elle présente, elle évalue un sujet particulier. Voilà. Elle présente, elle évalue la documentation par rapport à un sujet particulier afin de le situer par rapport aux recherches antérieures et à l'information existante. Le sujet, bien sûr, c'est le sujet de recherche que vous avez pris, pour votre projet de recherche doctorale. Et là, vous rassemblez l'ensemble de la documentation relative à ce sujet-là afin d'évaluer, bien sûr, d'évaluer ce thème que vous avez choisi et de le présenter au de ces documents que vous avez, bien sûr, rassemblés. Cette revue peut prendre la forme d'un article scientifique complet, c'est-à-dire plus de 5 pages, ou une partie d'un document, c'est-à-dire une revue de littérature affectée pour un article scientifique, une thèse, un mémoire ou une demande de subvention, c'est-à-dire vous allez le mettre, c'est-à-dire vous allez mettre cette revue de littérature dans un document pas particulièrement destiné à être la revue de littérature, mais cette revue composera un document, fera partie d'un livre, d'un mémoire que vous allez présenter. Et là, une partie de revue de littérature sera ajoutée, bien sûr, à ce document-là. La revue de littérature peut aussi avoir un autre nom. Au lieu de dire revue de littérature, on pourra dire recension des écrits, recension de la littérature, analyse bibliographique ou
revue de la documentation. La revue de littérature, ce n'est pas seulement un résumé de plusieurs articles examinés. Et là, lorsque je fais ce rappel théorique, académique par rapport à la revue de littérature, bien sûr, moi aussi, j'avais fait une petite revue de littérature par rapport à ce sujet-là, à travers des écrits, des articles et des publications que j'avais collectées sur Internet pour pouvoir composer cette matière-là que je suis en train d'exposer. Et là, c'est un effort, c'est une invitation, bien sûr, avant d'ouvrir Scopus et de travailler sur la littérature, bien sûr, de se situer, de se dire, j'aimerais faire une revue de littérature. C'est quoi cette revue de littérature? Là, cette partie, cette première partie, on va la présenter brièvement pour que vous ayez une idée, pour que vous vous situez et pour que vous puissiez tirer le maximum de profit à travers cette formation, c'est-à-dire ce webinaire de ce matin et aussi de votre connexion à la base de données Scopus. Donc, si on dit que ce n'est pas un résumé de plusieurs articles, bien sûr, cela partira au-delà d'une simple synthèse ou explication de l'état de l'art, car la revue de littérature, elle combine le résumé et la synthèse, bien sûr, dans des catégories conceptuelles spécifiques, parce que vous allez travailler dans une discipline. Donc, vous allez rassembler l'ensemble, un maximum de références utiles que vous allez résumer et synthétiser. Donc, cette revue se concentre sur un sujet d'intérêt particulier, comme on a dit. Et il doit fournir une analyse critique de la relation entre les différents travaux, c'est-à-dire l'ensemble des travaux d'autres chercheurs par rapport au sujet d'intérêt que vous traitez. Cela vous permet d'acquérir une compréhension critique de votre domaine de recherche. Et il sera une revue de littérature indépendante ou de contexte et de base d'une étude, c'est-à-dire de votre thèse ou de votre travail. Là, on va se demander quel est le but de la rédaction, bien sûr, de cette revue de littérature. Ben, c'est pour faciliter l'accès à un résumé, à un aperçu des articles de qualité. Bon, lorsqu'on dira des articles, bien sûr, il faut respecter la démarche scientifique de la lecture et de la collecte de références. C'est qu'on ne va pas tout simplement entrer sur Internet et partir sur des sites web qui ne sont pas indexés et prendre n'importe quel article ou n'importe quel site web et dire voilà, j'ai trouvé tel ou tel article et il est écrit comme ça, il va le prendre et je vais mettre en référence l'adresse web du site. Parce que parfois, on se trouve sur un site web qui ne fait que, bien sûr, qui ne fait que copier-coller les travaux des autres sans citer les références, sans être précis par rapport à la formation fournie aux étudiants, aux chercheurs. Et là, bien sûr, lorsqu'on dit une approche pertinente, on dit aussi significative et importante, c'est-à-dire les articles qui offrent cette approche pertinente, qui offrent cette approche significative et importante, qui sont des articles indexés, parce qu'on travaille là une thèse de doctorat, on travaille une recherche scientifique. C'est aussi fournir un excellent, c'est-à-dire la revue de littérature, et il peut fournir un excellent point de départ aux chercheurs qui commencent à faire des recherches dans un nouveau domaine. Parce que parfois, on part sur un sujet, un projet de recherche qui découle d'un travail ancien, d'un travail précédent sur un travail précédent sur le travail de mémoire de master. Donc, avec la nouvelle étape
de la thèse de doctorat, le chercheur, bien sûr, hausse le niveau pour accéder à de nouveaux domaines de recherche. Parce que si, bien sûr, on est là pour préparer une thèse, c'est-à-dire on est là pour apporter quelque chose de nouveau. Et là, la revue de littérature vous donne, c'est-à-dire une nouvelle base pour faire un nouveau départ. La revue de littérature aussi, il permet de s'assurer que le chercheur ne duplique pas les travaux déjà réalisés. Donc, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans le piège du plagiat, c'est-à-dire prendre les travaux et de les coller tels qu'ils sont. Bon, pour des présentations, dire que on utilise, c'est-à-dire les autres travaux, bien sûr, à condition de citer les références, de dire voilà, j'ai pris ceci, cela, mais c'est un élément d'un autre travail. On ne fait pas de la copie-coller toute entière, mais bien sûr, quelques parties et on ajoute la référence pour composer tout un ensemble. La revue de littérature, c'est aussi mettre en évidence les principales conclusions, comprendre la relation entre les différentes contributions et identifier et discuter des contradictions et déterminer des lacunes et les questions sans réponse. Là, c'est un travail, bien sûr, que, que le chercheur où le chercheur s'inscrit, bien sûr, à faire un résumé à travers ses lectures pour démontrer qu'il a bien compris les relations entre les différentes contributions et identifier, discuter les contradictions. Dire que voilà, cet auteur-là a dit ceci et cela par rapport au domaine, mais non, un autre, il le contredit, il dit que sa propre théorie, bien sûr, il contient des lacunes, il contient, c'est-à-dire sa propre théorie, elle est un peu fausse, ou bien qu'il doit apporter telle ou telle lumière sur telle ou telle zone d'ombre, ou bien qu'elle doit être modifiée par rapport à des mises à jour, ou, etc., bien sûr, afin d'essayer de répondre à des questions, bien sûr, sans réponse que vous avez posées dans votre sujet de travail. C'est aussi d'identifier les domaines et recherches recommandées en identifiant les forces et les ce qui reste à étudier dans le domaine. C'est-à-dire que vous dites dans ma littérature de recherche, j'ai trouvé tel auteur qui a dit telle chose sur tel axe. Et je pense que ces auteurs-là n'ont pas abordé tel ou tel point par rapport à d'autres qui ont abordé tel ou tel point. Donc, dire que pour mon sujet de recherche, je pense qu'il faut se focaliser sur tel ou tel point et délaisser tel ou tel axe pour ne pas un petit peu donner un travail qui n'est pas complet. La revue de littérature aussi démontre votre rigueur scientifique, votre niveau de premier cycle, c'est-à-dire soutenir vos arguments avec des sources appropriées et autorisées, et un niveau de maîtrise, c'est-à-dire démontrer que vous comprenez comment les connaissances sont créées. Et au niveau doctorat, c'est démontrer que vous pouvez créer de nouvelles connaissances originales. Là, on passe au dernier point, c'est comment préparer la revue de littérature. On passe brièvement, c'est que on a toujours trois composantes, que ce soit de la revue ou de tout travail que vous faites. Là, on a une introduction et là encore et une conclusion. Dans l'introduction, il faut établir l'importance du sujet. Il faut fournir un très bref historique. Et dans
le corps, il faut résumer, évaluer, synthétiser l'état actuel des connaissances, tracer la progression intellectuelle du domaine, c'est-à-dire exposer les différentes idées des différents auteurs dans un ordre historique. Là aussi, fournir des arguments qui justifient les objectifs de recherche proposés, c'est-à-dire votre recherche. Quels sont les objectifs? Il faut les argumenter. Il faut décrire relation entre chaque étude. Il faut résoudre les conflits s'il y en a, parce que les auteurs ils ne sont pas toujours d'accord sur la même chose. Donc, du fait qu'il y a des contradictions entre eux et c'est votre rôle de les démontrer et essayer de les résoudre dans le corps. La troisième partie de votre revue de littérature doit contenir la conclusion qui doit résumer toutes les preuves présentées, c'est-à-dire que vous avez présentées et montrer l'importance, c'est-à-dire son importance, l'importance de la revue. Des applications pratiques et des implications de la recherche. Et enfin, formuler des questions qui nécessitent des recherches plus approfondies, c'est-à-dire laisser votre revue de littérature ouverte sur une prochaine réflexion. Là, nous avons un petit peu fait un rappel sur qu'est-ce que c'est la revue de littérature pour joindre l'utile à l'agréable et aussi avant d'entrer dans le vif du sujet et ouvrir la base de données et bien sûr essayer d'échanger parce que nous sommes tous ensemble là pour apprendre et pour échanger. Donc, on essaie de joindre un peu de la théorie, de la formation théorique, bien sûr, à la présentation de notre base de données et aussi faire une démonstration des travaux pratiques. Et là, bien sûr, nous sommes heureux que vous êtes parmi nous ce matin et que nous sommes toujours là à votre écoute, à répondre à vos questions et bien sûr à vous offrir des formations adaptées à vos besoins de recherche via le Centre national de recherche scientifique et technique de Tunisie et la maison d'édition Elsevier. On passe à la présentation de Scopus. C'est quoi Scopus? Parce que pas mal d'étudiants, d'internautes, ne connaissent pas la base de données. Scopus, d'ailleurs, c'est un produit de la maison d'édition Elsevier. Elsevier, qui est une maison d'édition moderne, il a été fondé en 1880, spécialisée dans les œuvres classiques à l'époque, puis devenue une entreprise internationale d'édition multimédia, c'est-à-dire qu'il englobe même des éditions numériques avec plus de 20 000 produits disponibles auprès des communautés de domaines de santé, des sciences et de l'éducation du monde entier. Le nom d'Elsevier provient de House of Elsevier, une maison d'édition néerlandaise familiale fondée en 1580. Donc, vous êtes en face d'une maison d'édition qui dépasse les 540 années. Il est devenu édition Masson en 2005. Et là,
il a pour objectif d'être une entreprise d'analyse de données qui aide les institutions, les professionnels de santé, de sciences à améliorer leur performance pour le bien-être de l'humanité. Donc, Elsevier et la maison d'édition, à travers toutes ces solutions, aident les chercheurs à faire de nouvelles découvertes, à collaborer avec leurs collègues et à disposer des connaissances nécessaires pour trouver des financements. Là, on a vu dans notre webinaire comment, bien sûr, trouver des collègues pour collaborer, comment trouver des financements. Elsevier aide les gouvernements et les universités à évaluer et à améliorer leur stratégie de recherche, comme par exemple ces webinaires et les solutions d'Elsevier offertes, les solutions offertes aux étudiants tunisiens pour accéder à ces différents produits afin de les encourager et de les aider à améliorer, c'est-à-dire leur contenu de recherche et aussi aux universités afin d'améliorer et de pouvoir évaluer parce qu'il y a des solutions et civils qui aident à prendre la décision et élaborer la stratégie d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Et Elsevier aide les médecins à sauver des vies en mettant les connaissances nécessaires à leur disposition. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que Elsevier, à travers ses bases de données, a ouvert l'ensemble des recherches, des publications liées au Covid-19 gratuitement et en open access à l'ensemble des chercheurs pour pouvoir en bénéficier. Donc, Elsevier a pour objet de repousser les limites du savoir pour le bien de l'humanité. Scopus, c'est une base de données qui regroupe des institutions, des laboratoires, des groupes d'institutions, des administrations et aussi des services gouvernementaux qui s'intéressent et aident à développer la stratégie de recherche. Pourquoi accéder à Scopus? C'est accéder à la liste la plus complète au niveau international des publications indexées. C'est aussi faciliter l'obtention de la liste des publications à l'échelle du laboratoire et de l'institution. Là, on verra dans la démonstration les publications, leur impact et aussi les indices, et c'est-à-dire les institutions qui les ont publiées et qui les ont mis en ligne. C'est aussi permettre aux acteurs du secteur privé de repérer les travaux et expertises d'un laboratoire, à savoir que parfois, des laboratoires, laboratoires ou bien des institutions, des laboratoires privés, des institutions, des sociétés, des multinationales qui travaillent dans la recherche scientifique, parfois, ils cherchent des solutions par rapport à des problèmes donnés, à des maladies, à des virus. Et là, en accédant à la base de données Scopus, ils sont en présence de recherches scientifiques, de résultats de laboratoire, des tests qui traitent ces sujets de recherche. Et là, parfois, ces laboratoires s'intéressent à ces hypothèses, à ces résultats, à ces travaux de recherche scientifique et contactent l'auteur de l'article, de la publication, pour pouvoir lui offrir le laboratoire pour travailler, lui offrir le financement nécessaire et parfois lui proposer des contrats de recherche et de travaux de développement scientifique. Scopus aussi permet de refléter la réalité
la réalité des institutions de recherche, des universités, y compris, bien sûr, le classement, le Times Higher World University Rankings et le QS World University Rankings, c'est-à-dire qui présente un classement international des universités les plus prestigieuses. Et là, nous voyons que les universités s'intéressent à ce qu'elles soient bien classées dans ce classement rigoureux et qui respecte plusieurs critères scientifiques et académiques très, très précis pour pouvoir évaluer et estimer la vraie valeur académique et scientifique d'une institution universitaire. Scopus, c'est 16 millions de profils de chercheurs, 80 millions de documents revus par les pairs et 70 000 institutions affiliées à Scopus. C'est une source neutre et abstraite des citations à travers sa base de données. C'est aussi une base de données de documents, d'articles revus par des experts indépendants dans la matière. C'est un endroit très, très puissant, muni d'outils d'analyse très pointus, mis dans les mains des chercheurs, des libraires, des institutions de recherche, des managers de ces institutions et des bailleurs de fonds. C'est aussi la possibilité de générer des citations très précises à travers ces outils de recherche et ces résultats de citation sont automatiquement mis à jour chaque fois. C'est aussi la possibilité de créer des connexions riches entre les chercheurs, entre les institutions, entre les idées de recherche. C'est aussi protéger l'intégrité des enregistrements savants, c'est-à-dire des articles, des livres, des proceedings, c'est-à-dire des publications de conférences, des posters scientifiques. C'est aussi, c'est-à-dire la base de données Scopus permet de promouvoir la performance de la recherche des institutions et leur rang et promouvoir aussi leur réputation. J'espère que vous m'entendrez bien et vous suivez encore nos présentations de Scopus. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce n'est pas la peine de confirmer la présence parce que vous êtes déjà là et la base de données Zoom liée à la base de données de gestion des webinaires à Elsevier, bien sûr, confirme votre présence et vos attestations vous seront envoyées dans un délai maximal de 2 jours. Ce n'est pas la peine de laisser vos adresses email et bien sûr d'écrire que vous confirmez votre présence. J'espère que vous m'entendez par rapport à ce point-là et que vous nous suivez toujours et vous trouvez de l'intérêt à suivre cette partie-là avant qu'on entre dans 2 minutes dans la démonstration. Bien sûr, Scopus, c'est un tas d'éléments. Là, on dira que Scopus est composé de 30% de publications en sciences de santé, de 28% de documents en sciences physiques, 15% en sciences de vie, 26% en sciences sociales. Là, il y a d'autres statistiques, par exemple, qu'il faut bien sûr, et là c'est très très important, parce qu'on a dit que pour la revue de littérature,
on doit aussi s'intéresser à la vision historique du sujet. Là, Scopus contient plus de 51 millions de documents d'enregistrement qui couvrent la période d'avant 1995. Et là, on pourra dire que, non, excusez-moi, c'est 51 millions qui couvrent la période de 1995 jusqu'à présent, mais 25 millions qui couvrent la période d'avant 1996, c'est-à-dire des enregistrements et des publications, des ouvrages, des articles qui datent de 1788 jusqu'à 1996. C'est un effort phénoménal qui a été consenti par Elsevier pour numériser, digitaliser et cartographier, parce que Elsevier ne s'est pas contenté de prendre les documents, de les scanner et de les mettre dans la base de données, mais de faire une analyse scrupuleuse pour détecter les mots-clés et faire les connexions nécessaires afin que vous puissiez localiser ces documents de 1788 jusqu'à présent à travers des mots-clés et des codes, c'est-à-dire des opérateurs booléens, pour pouvoir construire votre historique de recherche. Donc, il y a chaque année, il y a plus de 3 millions d'enregistrements qui s'ajoutent à la base de Scopus, dans 5500, minimum 5500 publications par jour. La base de données Scopus contient 10% de publications d'Elsevier, 8% d'édition Springer, 5% Wiley Blackwell, 5% Taylor and Francis et d'autres, y compris Oxford University Press, Cambridge University Press aussi, et les IEE, les publications scientifiques. Là, on voit que, par exemple, Scopus a dépassé ses concurrents, c'est-à-dire les autres bases de données, de 200,12%. Et elle a dépassé, bien sûr, les autres concurrents. Par exemple, si pour un clic sur une base de données, une autre base de données, par exemple, il y a 212 clics en même temps sur la base de données Scopus. Lorsqu'on accède une fois à la base de données X, c'est-à-dire une autre base de données, en Asie-Pacifique, en même temps, il y a 230 connectés sur la base de données Scopus. Ça c'est pour démontrer l'importance de la base de données Scopus. La base de données Scopus, c'est plus de 25 000 titres, y compris 23 de revues, c'est-à-dire de revues vues par les pairs, c'est-à-dire corrigées par des experts avant leur publication. Plus de 850 séries de livres, c'est-à-dire tome 1, tome 2, 3, on a 852, et plus de 9 millions, 8 papiers de conférences et 120 000, plus de 120 000 événements, parce que ce sont des chiffres de fin 2021. Là, c'est l'univers Scopus avec 70 000 profils d'institutions, plus de 16 millions de profils, c'est-à-dire de chercheurs, 77 millions d'objets, c'est-à-dire articles, revues, livres et tout, et plus de 5 000 maisons d'édition affiliées à Scopus. Je vous invite bien sûr à visiter la base, c'est-à-dire le site web Scopus, pour pouvoir bien sûr lire l'ensemble de ces statistiques disponibles, bien sûr, pour les chercheurs, afin d'apprécier et voir l'importance de la base de données dans laquelle
vous travaillez. Scopus, c'est chercher, découvrir, analyser, chercher par document, par auteur, par affiliation, par recherche avancée, c'est aussi par auteur, par affiliation, c'est-à-dire institution, par sponsor, c'est aussi avoir full texte, c'est-à-dire le texte intégral des articles, des publications. C'est aussi la possibilité de télécharger les articles, d'exporter les données liées à cet article-là, que ce soit dans RiffWork, dans EndNote ou bien dans Mendeley, qui est un outil de gestion de ressources et de références de la maison d'édition Elsevier. C'est aussi rester à jour avec des emails, des alertes emails et des alertes RSS et HTML feeds. Scopus, c'est découvrir des documents partagés, des références partagées, découvrir des auteurs, des mots-clés, identifier des organisations, des institutions à travers les domaines auxquels ils sont affiliés. C'est aussi identifier les collaborateurs, les sujets experts, identifier les auteurs aussi. C'est avoir une idée claire ou bien c'est pour avoir la possibilité de s'identifier clairement à travers l'outil ORCID, parce qu'il y a le site ORCID qui vous permet d'avoir une identité et un CV numérique que vous alimentez à fur et à mesure, et au lieu d'envoyer votre CV à chaque fois que vous correspondez avec une institution, vous envoyez tout simplement votre lien ORCID. Et là, en se connectant, on pourra avoir tous les renseignements nécessaires. Scopus, c'est aussi analyser, c'est suivre, tracer les citations, avoir c'est-à-dire avoir les tendances des résultats de recherche lorsque vous recherchez un mot-clé. Scopus vous ouvre la voie vers de nouvelles, c'est-à-dire de nouveaux résultats, vers de nouvelles options de recherche, nouvelles suggestions. Scopus vous permet d'avoir le H-index. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi le H-index. Il vous permet d'analyser les publications d'un auteur particulier et aussi d'avoir une vision sur la performance des journaux à travers des outils qui sont les métriques comme le SiteScore, le SNP ou le SGR. Et là, on a présenté, bien sûr, les différentes facettes et les avantages de cette base de données qui est Scopus, d'une manière théorique, avant qu'on passe à la partie pratique. Bien sûr, on peut créer un profil libre. Et là, comme on est bien sûr affilié à la base de données à travers votre centre national de recherche, vous pouvez bien sûr correspondre avec votre centre national de recherche pour avoir plus d'informations sur les autres produits d'Elsevier, sur les possibilités et les modalités de connexion et aussi comment avoir une adresse institutionnelle pour bénéficier de l'ensemble des avantages de cette base de données. Là, on part sur la démonstration et permettez-moi qu'on passe à, bien sûr, voilà.
passe à, bien sûr, à Scopus. Voilà. J'espère que vous voyez la page de garde. Pardon. Voilà. On part à la page de garde, à la page d'accueil. Vous êtes bien sur Scopus. Ça, c'est la page d'accueil. Et on est un chercheur. Nous sommes des chercheurs qui sont en train de, bien sûr, d'alimenter notre bibliographie, nos références, pour pouvoir partir sur un sujet, pour construire de la littérature. Par exemple, je travaille dans un sujet particulier. Est-ce que vous pouvez me proposer un sujet dans lequel vous travaillez? Je prendrai la première proposition que je reçois dans le chat. Si vous pouvez proposer Renewable Energy, oui. Je prendrai celle-là. Comme vous voyez, j'ai ici Search Documents. Je place mon mot d'une manière très simple. Il va me chercher l'ensemble des documents qui contiennent renouvelable et qui contiennent énergie et qui contiennent tous les deux. Là, je peux chercher par article, mot-clé et résumé. Sinon, je peux chercher par auteur, par le premier auteur, par le titre de la publication, c'est-à-dire sa source qui contient le mot clé que j'ai mis, ou bien le titre de l'article, il doit contenir Renewable Energy. Je cherche les mots-clés, l'affiliation et l'ensemble des autres. Voilà. Que ce soit par ICC, par Coden, par DOI, référence et tout. Donc, je peux là affiner ma recherche jusqu'au maximum. Sinon, si je veux ratisser large, je mets l'ensemble des champs. Voilà. Et je clique. Sinon, je peux mettre ici le titre d'article d'abstract, le mot-clé, et ajouter un autre filtre. Dire que oui, j'aimerais trouver dans un mot-clé qui contient, avec un résumé, et aussi, si je peux trouver affiliation, c'est-à-dire une institution qui parle de l'énergie renouvelable, et j'ajoute là un autre filtre. Et puisque, bon, on part sur une recherche simple, on va garder uniquement les mots-clés, les résumés et les titres. On lance la recherche, voilà. Et on trouve 211 000 documents. Bien sûr, ici, 211 000 documents, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus large. Vous ne pouvez pas bien sûr, travailler sur 211 000. Et là, on peut, voilà, à travers les filtres, exclure certains éléments. Comme vous voyez ici, on a les open access, on a les années. Par exemple, on a une recherche qui sera publiée en 2024, deux autres qui seront publiées en 2023, mais en 2022, on a déjà 12 000. Et 2021, on a 25 000. On voit celle de 2022. Et là, on a toute la liste exhaustive.
Bien sûr, nous avons ici le titre d'article, l'auteur, l'année de publication et la source, c'est-à-dire le journal de publication. Ça, c'est pour 2022. On a ici, il nous dit qu'on voit les 20 premiers résultats. Sinon, on pourra voir les 12 000. Ils sont là. « 12 030 documents qui contiennent Renewable and Energy et qui sont limités à l'année de publication de 2022. Alors là, j'ai l'article, voilà le titre, j'ai son auteur et j'ai bien sûr où il est publié et l'indice de citation. Allez, on va voir ce premier. Voilà, ce premier article. Parce que nous sommes en train de construire notre bibliothèque de référence, il est important d'avoir l'ensemble des renseignements, l'ensemble des informations liées à l'article. Ça, c'est le titre. Ça, les auteurs, Mourchid Moutassir, et l'autre, pour pouvoir leur demander quelques informations. Voilà leur adresse email que vous voyez ici, en bas, à gauche, montassir.mourchid@northsouth.edu. L'autre auteur, voilà son adresse. Le premier est à School of Business and Economics. Le deuxième à VNU, University of Language and International Studies. Je peux télécharger, le voilà, télécharger l'article, l'enregistrer en tant que PDF. Voilà. Pour l'exploiter, bien sûr, pour l'exploiter ultérieurement. Pardon. Euh, euh, nous revenons à notre liste de départ, c'est-à-dire de 2022. Voilà. Et là, j'aimerais aussi mentionner une chose très, très importante par rapport à Scopus, c'est que
même si j'ai quitté, c'est-à-dire la fenêtre, le navigateur, bien sûr, de Scopus, et j'ai perdu toutes, bien sûr, les informations et la recherche, les résultats et aussi les résultats de recherche, je peux, en se connectant, bien sûr, à mon profil, là, voilà mon profil, en se connectant à mon profil académique, le voilà, je suis affilié à l'université Mohamed V, mon profil, et je peux trouver l'ensemble de l'historique de recherche. Voici la première recherche que nous avons effectuée ensemble. On avait 211 000 résultats et nous l'avons affiné jusqu'à l'année 2022 pour avoir 12 000. Je peux tout simplement cliquer sur cette recherche enregistrée pour ouvrir l'ensemble, bien sûr, des résultats, au lieu de parcourir encore, comme j'avais fait tout à l'heure, le processus depuis le départ. Là, on est parti vers un article. On essaie un autre article pour voir aussi comment ça marche. Par exemple, celui-là. Comme vous voyez, voici le titre, les auteurs. Si vous voulez, bien sûr, leur demander des informations, les interroger sur telle ou telle hypothèse, pouvoir leur offrir des collaborations ou bien sûr avoir des idées par rapport à, c'est-à-dire ou bien des éclaircissements par rapport à leurs travaux. Ça, l'appartenance de chacun. Ousmane Mohamed et les Institute of Region of Urban Rural Development, Wuhan, la Chine, et les autres. Voilà leur affiliation. Ça, c'est le résumé. Voici vos mots-clés. Ils apparaissent. La base de données Scopus vous offre aussi d'autres suggestions. Ici, voilà. Si vous lisez cet article, vous pouvez aussi trouver d'autres articles qui ont cité celui-là. Par exemple, celui-là, il a utilisé cet article. Cet article-là, do Geopolitical Oil Price Risk, il a utilisé aussi des citations issues de cet article-là. Et voilà, il y a 32 articles qui ont cité notre article, résultat de recherche. On trouve aussi les références qu'a utilisées les auteurs, c'est-à-dire qu'ont utilisé les auteurs là, voici les références, 78 références. Et l'article, il est là. Donc, j'ai un souci par rapport à mon navigateur. On part sur un autre article pour pouvoir le télécharger et bien sûr l'exploiter. Ici, il vous oriente vers la maison d'édition lorsque vous voyez View at Publisher, c'est-à-dire à la revue ou site de la revue. Une autre remarque par rapport aux résultats, lorsqu'on a dit que l'année de publication des résultats, c'est 2022, on peut sur ces 2022, ces 12 030 documents de l'année 2022, aussi avoir des filtres. Par exemple, on verra le All Open Access, ces articles-là. On pourra voir aussi par nom d'auteur. Et voici sur les 12 000 l'ensemble des auteurs. On voit bien que Kamel S.
à 36 articles par rapport aux autres. On peut aussi affiner par sujet, par thème, c'est-à-dire par champ ou bien par sujet, effectivement. Voilà, pour le champ de l'énergie, il y a 6136 articles. Pour le champ de l'ingénierie, 5000. Pour les sciences de l'environnement, il y a 3000, et etc. On peut tout voir ici et choisir, cliquer, et puis, comme nous avons fait tout à l'heure pour 2022, on peut le refaire ici même. Ici, on a type de document, 9000 articles, 9153 articles, 1196 papiers de conférence, revue de littérature, voilà, 1167, et chapitre de livre, éditorial, notes, etc. Bien sûr, ça, c'est les sources, c'est-à-dire les revues de publication, source titles, oui. Par exemple, ici, Energy Reports, Sustainability Switzerland, Lecture Notes in Electrical Engineering. Ça, ce sont les revues qui ont publié ces articles-là. On trouve ici Energies 555. On trouve ici Environmental Science and Pollution Research 303. Ce qui est valable pour le mot-clé qu'on a mis ici, énergie, renewable energy, est valable pour tout autre mot-clé. N'importe quel mot-clé qui est utile à votre recherche, il obéit dans ses résultats à ce que nous voyons ici. Donc, on verra ces résultats-là. Par exemple, the nexus between urbanization and voilà, renewable energy consumption. Cet article-là, il respecte et il obéit aux différents critères des autres articles. Le titre, les auteurs, l'affiliation des auteurs, les citations. Cet article-là, il a été cité 30 fois. Voici les articles dans lesquels il a été cité. Il contient un résumé. Il contient les références, c'est-à-dire les auteurs ont travaillé sur 85 références. Les voici. Ils sont consultables aussi. On télécharge. Auteur et tout. Preprint. Là, on est en face, bien sûr, des éléments, des keywords. Voici les keywords, les mots-clés. CO2 émissions, financial development, renewable energy, consumption et tout. Ici, il y a des formules avec lesquelles elle a travaillé, c'est-à-dire le CO2. Les mots-clés indexés, ils sont là, voilà. C'est-à-dire, si vous faites le mot-clé décomposition analysis, decomposition analysis, vous tombez sur l'article. Ça, ce sont les mots-clés qui vous permettent de localiser cet article-là. Ça, c'est une nouvelle fonction pour dire que cet article-là, il rejoint la réalisation des objectifs de développement durable qu'a tracé l'ONU. Voilà. C'est que cet article-là parle de l'énergie propre et abordable, de travail sur le développement économique et des actions sur le climat, l'objectif 13,
l'objectif 9, 8 et l'objectif 7 des objectifs de développement durable qu'a tracé l'ONU, bien sûr. Ici, les métriques pour apprécier la puissance de cet article-là, qu'il a été cité 30 fois sur 100. Et voilà, à partir de 2020, avec 0 citation, en 2021, 6 citations, en 2022, 24 citations. Il a été utilisé dans la base, dans le gestionnaire, l'outil de gestion de référence Mendeley, 40 fois et cité 22 fois, bien sûr, à travers les cross-references, les citations indexées. Là, on part, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, pour un article donné, par exemple cet article-là, Optimal Power Tracking of Solar and Wind Energy, on va au publisher. Voici le publisher. Qui est Springer. Ben, c'est un article Springer. Il est payant. On part vers un autre qui est disponible en open access. Celui-là, par exemple. Et là, bien sûr, je vous invite à approfondir la recherche. Voilà, cet article-là, disponible sous format PDF. Il me demande une connexion. À travers mon adresse institutionnelle, je peux bien sûr me connecter encore une autre fois et pouvoir le télécharger. Là, nous arrivons à la partie questions-réponses pour pouvoir, bien sûr, clore notre, bien sûr, notre webinaire et bénéficier d'échanges par rapport à ce que nous avons présenté tout à l'heure. Il y a une question, y a-t-il une méthodologie de rassemblement de documents pour une revue de littérature? Bon, la méthodologie, comme nous avons expliqué tout à l'heure, c'est d'être précis, d'être spécifique dans la recherche, de mettre les mots-clés nécessaires, les mots-clés précis liés à votre sujet de recherche, et non pas de faire des mots-clés génériques, par rapport à des sujets différents. Un mot-clé précis, c'est aussi un mot-clé, bien sûr, qui vous permet de trouver facilement les articles, de trouver de la matière. Par exemple, si je mets énergie alors que je cherche énergie verte, ou bien je cherche énergie hydrogène, ou je cherche le solaire, ou je cherche un mot particulier technique, bien sûr, énergie, j'ai trouvé tout à l'heure 210 000. Alors, il faut que j'ajoute d'autres mots clés, and, et un autre mot pour que je rétrécis le champ, bien sûr, de résultats et trouver uniquement les références avec lesquelles je travaille. Est-ce qu'il y a le pourcentage de contenu de Scopus par rapport à ce qu'il y a dans le monde? Bon, nous avons démontré tout à l'heure que pour un clic, il y a 212 clics, c'est-à-dire en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Là, c'est apprécier la puissance de Scopus par rapport aux autres bases de données. Comment accéder aux documents texte intégral sur Scopus? Il suffit de trouver le download, le téléchargement, et de cliquer dessus et de télécharger l'article, que ce soit en format PDF, que ce soit de le copier-coller par sélection, c'est-à-dire du navigateur direct. J'ai pas compris, bon, comment trouver 30 articles dans un article.
30 articles dans un article. Bon, vous voulez dire 30 articles pour un mot-clé? Oui. Tout à l'heure, on a trouvé 210, pas forcément 30. Au-dessus des filtres Open Access, des couleurs gold correspond à quoi? Bon, ce sont d'autres types de produits qu'offrent les bases de données Scopus. Ce sont des produits, bien sûr, sponsorisés par des institutions et qui réservent les droits d'accès à d'autres institutions. Donc, pas forcément ouverts aux étudiants, ouverts aux chercheurs académiques. Comment pirater un article payant? Bon, pirater, c'est déjà illégal. Il faut respecter les droits d'auteur et aussi les droits, bien sûr, des institutions qui publient, parce que en commettant cet acte, on commet une infraction au texte légal en vigueur dans le monde académique et scientifique. Je ne vous conseille pas de recourir à cette pratique-là par respect, bien sûr, à l'éthique de recherche, car le chercheur, dans un stade donné, bien sûr, en doctorat, il est tenu par le respect de l'éthique, c'est-à-dire l'éthique de recherche. Quelle est la différence entre Scopus et Science Direct? Scopus, c'est une base de données de citation, c'est-à-dire que vous allez trouver des citations, des articles. Vous allez trouver, bien sûr, tout ce qui se réfère à une large éventail, bien sûr, des données liées à votre mot-clé. Science Direct, c'est une plateforme où il y a les publications, les revues, et pas forcément les citations. Donc, ça, c'est la différence. Et sur Science Direct est orienté vers les publications, c'est-à-dire les ouvrages, les revues, les livres et autres. Pour Scopus, ce sont des citations, ce sont l'usage de citations, l'usage des métriques pour la recherche. Comment dans Elsevier, je peux chercher la revue qui me convient? Eh bien, c'est simple, il suffit d'écrire son nom, écrire le nom de la revue et elle est affichée. Ben, je pense répondre à l'ensemble de vos questions. Nous restons dans Elsevier toujours, bien sûr, heureux d'accueillir vos questions, d'être avec vous, de vous accompagner, bien sûr, d'être à votre écoute. Bien sûr, soit directement, soit indirectement à travers le Centre national de recherche en Tunisie, qui, bien sûr, a son site web. Je vous conseille de les visiter, d'interagir avec les responsables là-bas. Ils seront très heureux de vous orienter, de vous offrir des informations pertinentes et claires, que ce soit pour votre cursus doctoral, cursus de recherche. Oui, le CNUDEST, que ce soit aussi pour les produits d'Elsevier, Scopus, Science Direct, Reaxys, Mendeley. Il y a d'autres webinaires qui sont programmés. Je vous invite à visiter votre Centre national de recherche, CNUDEST, de visiter aussi la page Facebook Scopus, visiter la page Facebook, pardon, Elsevier Africa, Elsevier Community, où il y a des publications régulières, de visiter le site web elsevier.com, scopus.com, pour bien sûr, pour avoir plus de renseignements. Je remercie Houda Hamdi, qui transmet, bien sûr, les coordonnées de CNUDEST pour vos informations et pour toute demande d'information. Veuillez écrire à ressources avec S à la fin, @cnudst.tn, c'est-à-dire en Tunisie, pour toute information, ressources @cnudest.tn. Merci, Houda. Je remercie par la même occasion Mariam Bardadi,
et aussi Nadine Eskandar, toutes les deux, nous, conseillères de recherche en Elsevier. J'étais très heureux d'être avec vous et parmi vous ce matin-là. Et bien sûr, je le serai toujours lors de nos prochaines rencontres, dans les prochains webinaires programmés. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en, faites attention à votre santé et à la séance prochaine, au webinaire prochain. À très très bientôt. Au revoir et merci pour tout le monde.